À la une de l'actualité ce soir, désormais, le gouvernement burkinabé n'a plus besoin de passer par l'Assemblée nationale pour ratifier les accords de financement. Cette possibilité vient de lui être donnée ce matin par les députés qui ont voté une loi dans ce sens. Une avancée certaine pour la mise en œuvre des projets de l'exécutif, mais qu'est-ce que cela va changer concrètement? On en parle dans ce journal. Dans le journal également, les policiers radiés à la suite des mutineries de 2011 sollicitent le soutien du HCRUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, pour leur réintégration dans la police nationale. Ils estiment avoir été victimes d'injustice. Ce matin, ils sont allés plaider leur cause devant les conseillers. Se sont-ils fait comprendre? Réponse à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, sachez que le président du Faso est arrivé cet après-midi au Niger. Roch-Marc Christian Kaboré est à Niamey pour prendre part à la deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de la région du Litapo-Gourma. On suit l'arrivée du président avec Frédéric Etienne Bassenga, notre envoyé spécial à Niamey. Roch-Marc Christian Kaboré est à Niamey pour participer à la deuxième conférence extraordinaire des chefs d'État de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma. À cette rencontre qui va regrouper les présidents maliens, nigériens et burkinabés, il sera question de mutualiser les efforts pour barrer la route aux terroristes. Nous avons subi beaucoup d'attaques tout le long de notre frontière avec le Mali principalement et quelquefois avec le Niger. Donc la mise en place d'une force de sécurisation des frontières de ces trois pays va être décidée au cours de cette réunion pour voir maintenant dans les modalités pratiques comment cela peut se décliner. Des experts des trois pays se sont déjà penchés sur le sujet et c'est leur travail qui sera soumis demain à l'appréciation des chefs d'État. Cette rencontre s'inscrit également dans un cadre plus global, celui du G5 Sahel. Direction apprise en Kossiam où avant son départ, le président du Faso reçoit l'association Manengrim Noma pour la protection des orphelins. La fondatrice de l'association est allée présenter ses projets au chef de l'État burkinabé. On fait le point avec Jean Zongo et Maimouna Traoré. C'est une visite de courtoisie, mais au-delà de cet objectif, la fondatrice de l'association Manengrim Noma pour la protection des orphelins en Pau a demandé cette audience pour témoigner sa reconnaissance au président du Faso qui fait de la cause de l'orphelin sa préoccupation. Depuis il est là, on a envoyé par exemple du sucre pour les enfants ou bien le président lui-même, il a envoyé des lettres de soutien et d'encouragement à nous. À cause de ça, on voulait remercier et en même temps présenter nos amis de la Suisse qui financent depuis longtemps notre dispensaire. Nous, on paye beaucoup des opérations. Ça veut dire on a 70 000 patientes par année. Pour une meilleure prise en charge des orphelins et des couches vulnérables, la première responsable de l'association sollicite l'accompagnement de tous. Il me faut par année à peu près 2 millions d'euros pour nourrir mes enfants, envoyer à l'école, tout. Et je trouve que c'est un grand dommage que je dois trouver tout ça en Europe. Pourquoi? On a suffisamment de richards ici, à notre pays. Suffisant de l'argent est là. Déjà, elle peut compter sur l'épouse du chef de l'État dans la mise en œuvre de son projet sur la détection des lésions précancéreuses. Et puis, comment impliquer les femmes dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation? Une délégation du G5 Sahel de l'ONU Femmes est allée discuter avec le Premier ministre. Il s'agit pour les membres de la délégation de détailler les enjeux de la lutte et solliciter l'adhésion du Burkina Faso. Nathalie Sawadgo. La problématique genre et radicalisation et extrémisme violent est un sujet qui sera débattu les 21 et 22 février prochains à Bamako, au Mali. En prélude à cette rencontre, des experts du G5 Sahel et de l'ONU Femmes sont venus expliquer les enjeux de ce dialogue de haut niveau au Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, mais aussi solliciter l'appui du gouvernement burkinabé. Il se trouve que certaines couches de nos sociétés sont plus vulnérables que d'autres. Il s'agit des jeunes et des femmes. Et tout cela se situe dans le contexte global. Si vous regardez différentes résolutions des Nations Unies qui essayent de voir spécifiquement quelles dispositions il est possible de prendre au niveau mondial
pour lutter contre le phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent, en particulier son impact sur les femmes, nous nous associons à cette mouvance. Cette rencontre, selon la consultante de l'ONU Femmes, va permettre pour la première fois aux acteurs de la lutte de discuter de manière spécifique du rôle des femmes dans la lutte contre l'extrémisme violent et sa prévention. Il est important de souligner que jusqu'ici, les réponses à l'extrémisme violent ont été d'ordre militaire, beaucoup plus que d'ordre social. Donc le dialogue est important dans la mesure où, pour la première fois, nous allons discuter à travers les résultats de l'étude qui a été commanditée par ONU Femmes, de voir l'aspect quantitatif et qualitatif du rôle des femmes dans cette prévention de l'extrémisme violent. Après le chef du gouvernement, la délégation compte rencontrer la société civile. Objectif, solliciter leur adhésion dans la lutte contre l'extrémisme violent. Restons à la primature où le Premier ministre qui échange avec les partenaires au développement du Burkina sur le PNDS. Paul Kabatieba et ses interlocuteurs décident de passer à la vitesse supérieure après la conférence de Paris. Moumouni Soubega, Yacouba Gamene. Après les annonces d'intention de financement obtenues à Paris sur le financement du PNDS, le Plan national de développement économique et social, en décembre dernier, le gouvernement et ses partenaires ont opté de passer à la vitesse supérieure dans l'opérationnalisation de ce plan. À travers la présente rencontre, les deux parties veulent définir les modalités de mobilisation des ressources promises par les bailleurs de fonds. Il faut que nous parlions le même langage sur la manière donc de sélectionner les projets, sur la manière d'implémenter les réformes structurelles qui doivent être mises en œuvre dans le cadre du plan national de développement économique et social. Et nous devons donc avoir un dialogue fécond et un dialogue permanent avec les partenaires techniques et financiers pour organiser tout cela de manière efficace. Pour les partenaires techniques et financiers, tout sera mis en œuvre pour atteindre les objectifs escomptés. Nous avons aussi discuté des 83 projets prioritaires pour lesquels certains ont déjà des études de faisabilité, d'autres c'est des études de préfaisabilité et d'autres n'en ont pas encore. Donc il s'est agi pour nous de voir comment on peut accompagner le gouvernement. Il est extrêmement important qu'après Paris, après tant d'attentes, que les gens commencent déjà à voir les impacts de ces financements annoncés. Ce sont plus de 18 000 milliards de francs CFA que les bailleurs de fonds ont promis pour accompagner le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre du PNDS. La Banque mondiale, elle, dit avoir commencé le décaissement. Tous ici visent le même objectif, parvenir à mobiliser le maximum de ressources pour une bonne exécution de ces référentiels de développement dont la mise en œuvre est prévue pour la période 2016-2020. Le gouvernement qui peut compter sur le soutien des femmes du Burkina Faso pour la mise en œuvre du PNDS. Ce dimanche, elles sont venues des 13 régions du pays pour le réaffirmer en prenant à témoin l'épouse du chef de l'État. Elles ont profité de l'occasion pour souhaiter des vœux de santé et de succès à Sika Kaboré et à sa famille. Mounira Kéré, Issaka Ouedraogo. Les femmes du Burkina, à travers leurs représentantes venues des 45 provinces du pays, souhaitent les vœux les meilleurs pour 2017 à l'épouse du président du Faso et à sa famille. Que cette année soit pour vous, pour votre épouse, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, pour votre famille et pour tous ceux qui vous sont chers, une année de paix, de santé, de joie et de bonheur. Pour Sika Kaboré, c'est le lieu de rendre hommage aux femmes burkinabées. Mais avant, elle les exhorte à rester solidaires les unes des autres, car c'est à ce prix qu'elles parviendront à apporter considérablement leur contribution dans l'édification d'un Burkina plus prospère. Je vous connais et vous sais très dynamique et très engagé pour la cause de la femme et de la jeune fille. Je n'ai aucun doute qu'avec vous, nous relèverons ensemble les défis importants dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel et du programme national de développement économique et social PNDES. Quand bien même elle est déjà très engagée pour la cause de la femme, et déjà à travers son association, sa fondation Kimi, mais nous attendons beaucoup plus, bien entendu, en l'accompagnant. Les femmes du Burkina Faso attendent qu'ils poursuivent leurs efforts dans la promotion du genre.
2017, année de grands défis pour le Burkina, et comme doléance, les femmes souhaitent une prise en charge des soins des maladies qui leur sont propres. Elles espèrent aussi voir à la hausse l'enveloppe financière pour lutter contre l'excision, le lévira et les autres formes de violence faites aux femmes. Dans l'actualité ce soir, les députés donnent désormais quitus au gouvernement burkinabé pour ratifier directement les accords de financement. Il n'est plus utile de passer par le Parlement pour prendre ces actes. Le Parlement qui vote également un texte sur le régime juridique applicable aux fondations au Burkina Faso. La synthèse avec Estelle Judith Assogba et Jean-Eudes Bayala. À la représentation nationale, 2 projets de loi étaient sur la table des 113 députés présents du jour. Le premier portant habilitation du gouvernement à ratifier par voie d'ordonnance les accords et conventions de financement conclus entre le Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers. Voté à l'unanimité, cette loi donne le quitus au gouvernement de ratifier les accords de convention sans avoir besoin de recourir à l'Assemblée nationale. La loi d'habilitation, c'est une loi majeure parce que nous sommes en pleine exécution du PNDS et cette loi permettra au gouvernement de conclure très rapidement des accords de financement avec les partenaires financiers, les partenaires donc au développement. Le second projet de loi, qui a également été adopté par les parlementaires, a trait au régime juridique applicable aux fondations au Burkina Faso. Ce projet de loi va contribuer à promouvoir les fondations et surtout assainir leur milieu. C'est pour permettre désormais aux fondations de mieux s'exercer au Burkina Faso. Et en trouvant donc un régime qui lui est propre, tous ceux qui sont mus par une volonté altruiste, donc de pouvoir vraiment se saisir pour créer ces structures-là qui sont tout à fait bénéfiques au niveau des populations. Débutée le 8 janvier dernier, cette plénière marque ainsi la fin des travaux de la première session extraordinaire de l'année 2017. Une session qui a connu l'adoption de 8 projets de loi. Il s'agit notamment de 2 pôles judiciaires, l'un consacré à la lutte contre les infractions économiques et financières et l'autre à la lutte contre le terrorisme. L'homme du match Burkina Faso-Guinée-Bissau a plané à l'hémicycle. Les députés saluent la qualification des étalons pour les quarts de finale et les encouragent à persévérer pour la suite. Et avant de poursuivre, la BCEAO dément les informations tendant à faire croire à l'existence de faux numéros de série sur les billets de 10 000 francs CFA et de 5 000 francs CFA. Le directeur national de la BCEAO est sur ce plateau. Charles Luanga Kizerbo vient nous donner des éclairages. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Kindo. Et merci de votre disponibilité. Alors, des messages circulent surtout sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il exactement ? Bien, merci de m'accueillir sur votre plateau. Je voudrais effectivement indiquer, comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, qu'il nous a été donné de constater que des messages font état de faux numéros de billets de 10 000 francs et 5 000 francs et de différences de taille sur des billets qui sont en circulation. Et ces informations sont prêtées à la BCEAO. Donc, notre présence ce soir sur ce plateau vise à démentir formellement que ces informations n'émanent pas de la BCEAO. Et au contraire, nous voulons confirmer au public que les billets en circulation n'ont subi aucune modification. Et donc, il n'y a pas lieu d'avoir d'inquiétude sur les coupures, en particulier celles de 10 000 et 5 000 qui sont évoquées dans ces informations malveillantes. Mais comment tout cela a pu arriver ? Écoutez, c'est une bonne question. Nous avons juste eu le temps de prendre note de ces informations qui circulent, je crois, depuis 24 heures à notre connaissance. Vous savez, malheureusement, vous êtes bien placé pour savoir que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui circulent et qui sont difficiles à vérifier. Je ne voudrais pas prêter davantage de crédit au contenu de ces informations, mais on peut regretter effectivement qu'elles soient suffisamment insidieuses et pernicieuses pour que la Banque centrale veuille rappeler qu'elle a des canaux d'information bien établis
lorsqu'il s'agit de communiquer avec le public, et qu'en l'occurrence, le fait de lui prêter ce genre d'informations est vraiment malveillant. Oui, et comment alors reconnaître les billets authentiques de 5 000 et de 10 000 francs CFA? Bien, écoutez, encore une fois, je voudrais d'abord insister sur le fait que le public n'a pas à s'inquiéter sur les billets qui sont détenus actuellement. Vous savez, les gammes de billets, quand elles sont modifiées ou quand il y a des nouvelles coupures qui sont introduites, comme le billet de 500 francs, sont précédées par une large campagne de communication dans plusieurs types de médias. Mais pour répondre précisément à votre question, et encore une fois en écartant toute idée d'inquiétude qui pourrait s'immiscer dans le public, en fait, la gamme est publiée, est disponible sur le site de la BCEAO, www.bceao.int. Il y a un onglet qui décrit les billets et pièces en circulation, avec toutes les caractéristiques, les signes de sécurité qui permettent au public d'être rassuré. Et pour répondre précisément à votre question, je crois que sur ce qu'on va appeler la hauteur, il n'y a pas de différence entre les billets de 10 000 et 5 000. Il y a une petite différence sur la largeur, je crois, d'à peu près un demi-centimètre. Mais je voudrais simplement que le public se rassure qu'il n'y a pas matière à avoir des inquiétudes sur les billets qu'ils détiennent en ce moment. Mais les détails et les caractéristiques techniques sont disponibles sur le site officiel de la BCEAO. Et pour terminer, monsieur le directeur, certainement que vous rassurez ce soir qu'il n'y a pas péril dans la demeure, ou peut-être il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Absolument, monsieur Kindo. Je crois que nous avons tenu à faire ce déplacement pour vraiment rassurer le public qu'il n'y a aucune espèce d'inquiétude sur les billets en circulation et que nous avons des moyens de communication. Nous allons d'ailleurs poursuivre cette campagne de communication par d'autres voies et nous recommandons au public à tout instant de se rapprocher de la Banque centrale, notamment son agence de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, pour toute forme de questions qu'elle aurait à se poser sur les billets ou les pièces en circulation. Monsieur Charles Luanga Kizerbo, merci d'être venu répondre à nos questions. Je vous remercie et j'en profite pour souhaiter une excellente année 2017 à tous vos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes le directeur national de la BCEAO. Merci. En politique, le Rassemblement des Patriotes pour le renouveau renouvelle sa confiance à son président Ali Badra Ouedraogo. Les militants du parti réunis en congrès extraordinaire ont appelé également à un dialogue inclusif pour une véritable réconciliation au Burkina Faso. Vincent Kendrebego, Nongba Kouda. Réunis en congrès extraordinaire, le Rassemblement des Patriotes pour le renouveau, RPR, porte le débat sur la responsabilité de la classe politique dans un Burkina face aux défis de réconciliation nationale, de développement endogène et de sécurité. Nous avons estimé que si nous regardons l'histoire récente du Burkina Faso, évidemment, la fracture sociale qu'on vit aujourd'hui est imputable effectivement à certaines contradictions politiques qui ont été certainement mal gérées. Et nous pensons aujourd'hui que la classe politique, plus que jamais, a un rôle, une responsabilité plus accrue à jouer quant à ressouder effectivement le tissu social au niveau du Burkina Faso. Pour le RPR, la situation actuelle du pays est marquée par une fracture sociale, d'où la nécessité d'un dialogue inclusif qui passe par le triptyque vérité, justice et réconciliation. Nous appelons de tous nos voeux, comme l'ensemble des Burkinabés, à la réconciliation nationale. Mais nous disons aussi de faire attention, nous ne parlons pas de réconciliation pour réconciliation. Il y a quand même eu pour l'histoire des pertes en vie humaines qu'on a pu enregistrer. Il y a également un lourd passif au niveau judiciaire. Il y a des Burkinabés qui sont meurtris dans leur chair, dans leur âme. Il faut forcément passer par la vérité, la justice, une justice que nous voulons équitable afin d'arriver à la réconciliation. Ce parti de la mouvance présidentielle dit rêver d'un Burkina uni et fort et réaffirme un soutien indéfectible au président Roch-Marc Christian Kaboré dans son programme de développement.
Le verdict du procès des militaires de l'ex-RSP suscite beaucoup de commentaires. Pour lever tout équivoque, le parquet militaire était face à la presse. Une occasion d'apporter tout éclairage sur l'instruction du dossier jusqu'à son jugement. Zubaviel David Dabiré, Adama Guiti. 5 jours après le verdict des militaires de l'ex-RSP, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire est face à la presse. Alioune Zanré et ses collaborateurs souhaitent lever les équivoques qui ont jalonné le procès et rassurer l'opinion quant à la sincérité des chefs d'accusation retenus contre le caporal Madi Ouedraogo et compagnie. Occasion pour le magistrat militaire de revenir sur l'origine de la poursuite. La source qui est venue dénoncer les faits à la PJ avait été contactée par la bande. Elle a participé donc à la réunion du 16. La source est venue se plaindre d'abord au niveau du tribunal militaire. Ils sont repartis à la réunion du 19. On lui a dit que, bon, comme tu nous as déjà dit ça, si tu as d'autres preuves plus sonores, comme tu as ton appareil, tu peux enregistrer et tu nous apportes. Et selon Alioune Zanré, les propos tenus par le caporal Madi Ouedraogo et sa bande ne laissent pas place au doute. Dans la bande sonore, qui a été donc retranscrite donc dans la cote I-150, Madi et sa bande avaient planifié un certain nombre de points au cours donc de leur préparation. 1. Attaquer Koussia. 2. Yimdi, prendre des armes. 3. Maka, libérer les généraux et tout le monde. 4. Prendre leur chef militaire. Au cours de cette conférence de presse, l'officier en charge de l'enquête préliminaire a décrit les conditions dans lesquelles les accusés ont fait leur déposition. Et pour le colonel Sam Ouedraogo, les droits des accusés ont été respectés. En tout état de cause, le parquet militaire se satisfait du déroulement du procès et du verdict prononcé, même si la plupart des condamnés ont formulé un pouvoir en cassation. Autre titre de l'actualité, les policiers radiés après les mutineries de 2011 estiment avoir été victimes d'injustice et demandent leur réintégration dans la police nationale. Ce matin, devant le Haut Conseil national pour la réconciliation et l'unité nationale, ils ont exposé leur lecture des faits et demandé le soutien du Ashkoun. Le point avec Nyarkite Da et Nong Bakuda. Derrière ces sourires se cache une autre réalité. Une souffrance qu'ils endurent depuis leur radiation des effectifs de la police nationale à la suite d'une mutinerie en 2011. Et ce matin, une délégation répondant au nom des 136 radiés est au rendez-vous du Ashkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Une occasion pour les ex-policiers de dire la vérité sur ce qu'ils qualifient de non-dits dans cette affaire. C'est regrettable quand même qu'il y ait eu des coups de feu. Mais les actes de viol, de violence, de pillage, nous ne l'avons pas du tout fait. Ce que nous avons fait seulement, c'est demander à ce que la hiérarchie policière en son temps puisse quand même avoir un regard bienveillant. C'est au regard de tout ça que nous avons tenu à manifester notre mécontentement. Parce que quand même, en son temps, il faut le dire haut et fort, c'était la seule voie de moyen pour nous de se faire entendre. Pillage des perdièmes et autres indemnités, maltraitance des subalternes et injustice criarde dans la gestion du personnel de la police nationale sont autant de griefs contre la hiérarchie policière. À cela s'ajoute le licenciement qu'il qualifie d'arbitraire et présenté au Haut Conseil. Nous contentons déjà de relever ce qu'ils disent et confronter à ce qu'il y a dans les dossiers et peut-être auditionner aussi ceux-là qui sont dénoncés, puisqu'il y a des gens qui sont indexés. Je pense qu'on a retenu l'essentiel et le moment venu, bien, on fera ce qu'on doit faire. En entendant ce moment précis, les policiers radiés disent compter sur le Haut Conseil, le ministère en charge de la sécurité et le président du Faso à qui ils demandent d'ouvrir l'œil et le bon. En cinéma, le FESPACO vient de boucler ses conférences de presse internationales. Paris, en France, était la dernière étape après Abidjan et Bruxelles. Des rencontres qui ont permis de présenter le nouveau visage du festival et donner des garanties sécuritaires aux festivaliers. Roger Cam et Godefroy Bazier étaient du voyage compte rendu. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou reste et demeure une grande fête du 7e art du continent. C'est une vitrine où s'exposent toutes les sensibilités cinématographiques africaines. Cette année, on vient d'avoir connaissance de la sélection
On voit une très bonne représentation du Burkina qui a une cinématographie extrêmement active. On voit que les pays maghrébins sont bien présents. On voit aussi que ces pays-là ont une politique cinématographique. On voit par contre l'absence totale de l'Afrique centrale. En se rendant à Bruxelles, après Abidjan, la délégation du FESPACO a mis l'accent sur le financement de la Biennale du cinéma africain en échangeant avec l'UE, les ACP et Africalia. Les partenaires que nous avons rencontrés ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner le Burkina Faso pour les prochaines éditions du FESPACO. Particulièrement en ce qui concerne l'Union européenne, elle s'est fortement engagée à prendre toutes les dispositions pour que le financement qu'elle accorde au FESPACO soit revu à la hausse et soit octroyé de façon périodique. Le festival 2017 est sur les rails et l'édition qui se profile à l'horizon devrait combler toutes les attentes pour les professionnels qui veulent avoir un cadre d'expression et les cinéphiles qui veulent vivre une fête populaire. Un mémorial pour perpétuer le souvenir et la mémoire d'un résistant aux conquêtes coloniales au Burkina Faso. Karamoroba Sanogo, l'Almami de l'Amphira dans le Sourou, a résisté par la plume et le verbe à la pénétration coloniale. Une audace qu'il a payée de son sang et de sa vie, puisqu'il a été exécuté par la colonne Vouleux-Chanoine. Aujourd'hui, le ministère en charge de la culture lui rend hommage en érigeant un monument dans la commune rurale de l'Amphira. Lassina Ouattara et Aïcha Djanda sur place à Dédougou. Un mémorial est désormais dédié à l'illustre Karamogoba Amadou Baba Sanogo de l'Amphira dans la province du Sourou. Ce contemporain de Samori Touré a été victime de la répression coloniale. Le 24 novembre 1896, à 14h, ils sont entrés dans l'Amphira. Ils se sont arrêtés sur la colline. Ils ont fait venir le village et le capitaine Voulé a fait un tribunal militaire en disant que Amadou Baba a hébergé 300 ennemis de la France. Il est donc ennemi de la France et doit être exécuté. Et sur place, ils l'ont exécuté. Et comme nous n'avons pas pu avoir son corps, c'est pourquoi on a construit un bâtiment sur le lieu même de son exécution. Le centenaire de l'exécution de l'Almami a été commémoré en 1996 dans la commune rurale de l'Amphira en présence de l'ambassadeur de la République française de l'époque. Il y a 20 ans, mon prédécesseur à l'époque avait assisté à une cérémonie de pose de première pierre de mémorial pour le centième anniversaire de la mort de Karamogoba. Je perpétue le geste qu'avait fait mon prédécesseur à l'époque. Se joignant au Burkinabé pour commémorer cet événement tragique. Les enseignements et les valeurs laissées par nos personnalités historiques de notre nation ne doivent jamais être oubliées. Ce monument est érigé par l'État burkinabé afin de sauvegarder la mémoire collective et revaloriser les figures historiques du Burkina Faso. Et puis le centenaire de l'évangélisation à Koupéla, célébré à travers un pèlerinage à Daltenga, un village situé près de Koupéla. Moment d'émotion, mais surtout empreinte de spiritualité pour l'évêque Monseigneur Séraphin Rwamba. Maxime Zango. Voilà 117 ans, jour pour jour, c'est-à-dire en 1900, que les missionnaires faisaient leur entrée à Koupéla. Pour marquer l'événement, la hiérarchie du diocèse a tenu à effectuer ce pèlerinage et c'est Daltenga, une localité située à une dizaine de kilomètres de Koupéla, qui a été retenue. C'est une grande joie pour nous, une occasion de remercier le Seigneur, une occasion d'action de grâce. En même temps, nous avons voulu prier pour l'unité et pour la paix. Vous savez que notre pays en a besoin. Par la grâce de Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. On est là, on a quitté certains kilomètres, venus explorer par la grâce de Dieu. 5 heures d'horloge, c'est le temps mis pour cette messe marathon où la solennité et la dévotion étaient au rendez-vous. Une occasion pour rendre grâce au Seigneur, mais aussi pour prier abondamment afin que la paix règne au Burkina. Le diocèse cherchait un lieu pour pouvoir se rassembler sous les yeux de la Vierge, la prier et prier avec elle pour tous nos besoins, louer Dieu. Et nous avons cherché un peu partout. On n'a pas trouvé un lieu approprié. Là où ça semblait bien, on n'avait pas d'eau.
Et nous sommes venus ici et nous avons vu que la paroisse cathédrale avait déjà commencé l'aménagement de ce lieu pour son pèlerinage annuel. Des projets, le diocèse de Kupela en a beaucoup au regard de l'engouement des fidèles. Et en déplaçant le pèlerinage à Daltenga, des infrastructures y verront bientôt le jour. Et puis en football, la joie, mais surtout la fierté de tout un pays. Le Burkina Faso, fier des étalons qui se sont qualifiés hier pour les quarts de finale de la CAN Total Gabon 2017. Ils ont battu les Likaon de Guinée-Bissau par 2-0. Au coup de sifflet final, c'est le délire, l'explosion de joie à travers le pays. Voyons l'ambiance qui a prévalu à Ouagadougou et à Dédougou avec Rachid Sawadgo et Kalfa Ouattara. C'est pas comment on va fêter, on était en train de faire le programme, voir comment on va faire jusqu'à un programme. Très content. Très content. Depuis le matin, comme je me suis levé, c'est mon drapeau. Parce qu'aujourd'hui là, ma patrie, où la langue. Moi, on se disait qu'un but à 0, mais aller jusqu'à 2 buts, ça nous a étonné, puisque la Guinée-Bissau aussi n'est pas une petite équipe. Oui, après les 2 gros matchs que nous avons eu d'abord face au Cameroun et après face au pays organisateur, on ne pouvait qu'être confiant. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. Qualification du Burkina pour les quarts de finale de la CAN, les étalons dans le Grand 8 continental, titre citoyen à sa une. Les ouailles de Paolo Duarte sont aujourd'hui adoubés par le Gotha alors que 2 ans plus tôt, ils terminaient à la queue du classement, indique le journal. Et Ouagadougou peut se permettre le temps d'une nuit selon Sidoya. Tout ou presque tout était permis, non-respect des feux tricolores, acrobatie sur la voie publique. Qui a dit que le Burkinabé n'aime pas le foot, s'interroge le journal. Pour l'observateur Palga, si le Burkina devait être le vainqueur de cette CAN, le jeu collectif y serait pour quelque chose. Et ce journal fait une mention spéciale au gardien des buts, Hervé Koufi, qui aurait fait un match sans faute. En Gambie, fuite et fin pour Yaya Jammeh, qui aura choisi de rester au pouvoir jusqu'à la petite porte, selon aujourd'hui au Faso. Et pour l'Obs, c'est un de moins dans une Afrique qui entasse ses hommes forts et présidents fondateurs dans les poubelles de l'histoire. Yaya Jammeh est parti de gré et de force, indique l'éditorialiste de Sidoya, qui relève un double triomphe de la diplomatie et de la pression militaire, le tout à l'honneur de la CEDEAO, de l'Union africaine et de la communauté internationale. C'est aussi le triomphe de la démocratie, ajoute le pays, qui relève tout de même une inquiétude sur les conditions de son départ, notamment le droit accordé à Jammeh de revenir au pays quand il le voudra. Une disposition qui n'augure rien de bon pour la Gambie, selon le journal. Voilà, c'est tout pour ce journal. Ne décrochez pas à 22h30 le journal de la CAN 2017 avec le service des sports. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTV. Au revoir.